Mesdames et messieurs, une grande joie de tenir ce nouveau pari de votre émission Le Débat avec vous. Pour ce numéro, la lutte contre la corruption sera au cœur de nos échanges avec nos invités. Il s'agit de M. Sedjro Dieudonné Eklou, socio-anthropologue. M. Eklou, bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Jean-Baptiste Elias, président du FONAC, le Front des organisations nationales de lutte contre la corruption, et membre de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Monsieur Elias, bienvenue dans ce studio. Merci beaucoup. Bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Monsieur Eklou, quel est le point actuel de la lutte contre la corruption depuis que la loi sur la corruption a été votée au Bénin? Depuis 2012, je veux dire. Oui. Quel point faites-vous? Merci, madame la journaliste. Je ne saurais faire un point exhaustif sous le contrôle de M. Jean-Baptiste Elias, qui est un professionnel de la lutte contre la corruption. Et c'est heureux d'avoir quelqu'un en sa personne qui a ce type d'engagement. Et nous devons, au niveau national, saluer ces engagements. Moi, pour ma part, je dirais que nous essayons de faire avec les instruments de bord depuis donc, cette loi. Et il est peut-être temps ou l'occasion de faire le point pour savoir dans quelle mesure la loi a été appliquée, la loi à laquelle vous faites allusion, a été appliquée dans ces différents compartiments et par rapport aux différentes infractions qu'on a qui relèvent de la lutte contre la corruption. Toujours est-il que les différents gouvernements, dans l'application de cette loi, ont pris plusieurs mesures. Mais nous sommes, sinon le peuple reste sur sa soif et nous sommes nombreux à remarquer tous les jours que la corruption ne recule pas. Au contraire que les citoyens à divers niveaux rivalisent d'ardeur et d'ingéniosité pour chaque fois contourner la loi ou échapper à la punition. Encore faudrait-il que les gouvernants y aient une volonté politique suffisamment affirmée pour appliquer les dispositions de la loi. Et donc, cela se justifie aussi par le fait que l'actuel gouvernement pense qu'il faut des réformes pour donner un coup de fouet à la lutte contre la corruption. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un diagnostic qui dit que le cadre de régulation ou de prévention et de répression de la corruption n'est pas encore optimal. Et donc il faut le refaire. Vous savez, et ça a été l'une des causes de la désaffection des populations pour l'activité politique, pour les partis politiques et pour le gouvernement sortant. Et vous vous rappelez les conditions dans lesquelles les élections dernières présidentielles ont été faites. Et donc, tout ça pour dire, il y a un gap entre ce qu'on a comme instrument et son application, et un gap entre l'application qui est dite et le ressenti de la population. Donc, c'est ces fossés-là qu'il faudra travailler à combler. Il est évident qu'il y a des institutions qui travaillent. J'ai évoqué le cas de M. Jean-Baptiste Elias. Donc, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Mais entre ce qui est fait, au regard de ce qui devrait être fait, et au regard de la perception du citoyen et du ressenti, du vécu, on est encore loin de pouvoir dire que le chemin est amorcé. Monsieur Jean-Baptiste Elias, quel est le point que vous faites de la lutte contre la corruption, puisque vous êtes du domaine, depuis l'application et le vote de la loi? D'abord, il faudrait dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment que l'adoption de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes à la République de Bénin est une avancée majeure. Elle a prévu des choses très simples qu'on peut faire pour diminuer sensiblement la corruption au Bénin, qui ne coûte rien du tout. Et comme j'aime toujours donner des exemples concrets pour permettre aux téléspectateurs de nous suivre, je vais droit sur ce qui est concret. 1. Le test dit tous ceux qui sont assujettis à la déclaration de leur patrimoine une fois entrés en fonction. Ça va depuis le président de la République jusqu'au chef quartier,
en passant par les ministres, les directeurs généraux, les magistrats et consorts. Pour être plus concret, aujourd'hui, nous avons un gouvernement en place. Aujourd'hui, un gouvernement a cessé de travailler le 5 avril 2016. La loi dispose expressément que tous ceux qui ont fini leur fonction en tant que membres du gouvernement et président de la République doivent déclarer à la fin de leur exercice leur patrimoine. La loi dispose que tous ceux qui entrent en fonction 15 jours au plus tard, ils doivent déclarer leur patrimoine pour l'entrée en fonction. Aujourd'hui, quel est le bilan? Selon vous, quel est le bilan? Le bilan, non mais nous connaissons le bilan. Le bilan est que il y a beaucoup de membres du gouvernement sortants qui ont fini leur mandat le 5 avril 2016 et qui n'ont pas encore fait à ce jour 8 septembre 2016 leur déclaration du patrimoine. Ça, c'est une violation de la loi. Deuxièmement, il y a des membres du gouvernement qui ont pris fonction le 6 avril 2016. La loi dit 15 jours au plus tard après la prise de fonction, ils doivent déclarer leur patrimoine. Aujourd'hui, je vous confirme qu'il y a des ministres qui n'ont pas encore fait la déclaration de leur patrimoine. C'est peut-être de très bonne foi qu'ils ont oublié. Et justement, les émissions de ce genre permettent de rappeler aux uns et aux autres ce qu'il faut faire. Et bien entendu, la loi a prévu les sanctions à donner à ceux qui ne vont pas respecter le test. Autre chose, les députés à l'Assemblée nationale sont installés depuis 2015. La loi dit 15 jours après leur entrée en fonction, ils doivent déclarer leur patrimoine. Plus d'un an après, il y a des députés qui n'ont pas encore fait la déclaration de leur patrimoine. Je suppose qu'ils sont de bonne foi. Et que, bon, ils ont oublié. Ou bien les activités de la nation ont fait que, bon, ils n'ont pas pensé à ça. Des émissions de ce genre doivent permettre de rappeler aux uns et aux autres ce qu'ils doivent faire. Et il y a comme ça, dans la fonction publique, beaucoup de responsables qui doivent faire la déclaration de leur patrimoine 15 jours après leur prise de fonction et qu'ils ne l'ont pas fait à ces jours. Et pourtant, ça ne coûte rien du tout. Alors, sur ce plan précis, il va falloir une prise de conscience. Oui, mais quand ceux qui votent la loi violent la loi, on doit encore les sensibiliser? Oui, parce qu'il est vrai que nul n'est censé ignorer la loi. Mais de bonne foi, parfois, les gens ont oublié. Et donc, en faisant les émissions de ce genre, en rappelant aux uns et aux autres, ah, quelqu'un dira, papa, j'ai regardé à la télé que tu devais faire la déclaration de ton patrimoine. Tu as fait? Ah, mon fils, je n'ai pas fait. Ça peut le réveiller. Ah, maman, en tant que député, j'ai appris que tu devais faire. Est-ce que tu as fait? Ah, mon fils, je n'ai pas fait. Donc, voyez-vous, des choses comme ça peuvent arriver de très bonne foi. Ils ont oublié peut-être. Donc, il faut le rappeler pour qu'on puisse le faire. Autre chose, toujours dans la pratique de cette loi-là. Des dispositions sont prévues dans cette loi pour éviter les conflits d'intérêts. Pour éviter les conflits d'intérêts. Et de ce point de vue, hélas, nous avons au niveau de beaucoup des secteurs de l'administration, au niveau par exemple des collectivités locales, nous avons 77 communes. Il y a beaucoup de conseillers communaux qui eux-mêmes ont des entreprises, soit en leur nom, au nom de leur épouse, au nom de leurs frères, de leur père, de leurs soeurs, etc. Et prennent les marchés pour pouvoir les exécuter. Et vous n'êtes pas surpris d'avoir beaucoup de ce qu'on appelle souvent les éléphants blancs. Or, la loi l'interdit, cette loi l'interdit. Vous ne pouvez pas, soit directement ou par personne interposée, avoir des entreprises tout en étant encore à ces postes-là. Malheureusement, nous en connaissons encore beaucoup. Et c'est des choses qui ne coûtent rien du tout. Donc, on peut le faire très rapidement pour essayer de voir ce que l'on peut faire. Autre chose, puisque vous voulez toujours des exemples. Non. Alors, on continue. On va réduire parce que le temps ne va pas nous permettre d'aborder tous les pans. Mais ce que je remarque avec le gouvernement du président Patrice Talon, c'est qu'on fait des audits, on publie. Ces audits-là, on radie des gens de l'administration béninoise, on annule les concours dits frauduleux. Est-ce que vous pensez que la lutte contre la corruption, M. Eklou, est ainsi en marche? Que les problèmes vont se régler et que la loi sera très bientôt appliquée?
Bon, on ne va pas rapporter ça à l'échelle de la loi. Disons que le gouvernement est dans son rôle et ne prend pas les pans peut-être qu'il juge opportun ou pertinent. Je me permets quand même de revenir sur la question, les deux exemples que M. Elias a évoqués, pour compléter ce qu'il a dit, parce qu'il a quand même évoqué la bonne foi supposée des gens. Et je voudrais dire qu'il serait aussi intéressant pour les uns et les autres de savoir quelle est l'institution qui est en charge de veiller à l'application de ça, de ces dispositions. La Chambre des comptes de la Cour suprême. Justement, et qu'est-ce qu'elle fait pour mettre en demeure les gens, etc. Et pour que ça ne soit pas laissé seulement, disons, au bon soin des émissions comme celle-ci, qui sont par ailleurs nécessaires. Et l'autre élément, lorsqu'on évoque les conflits d'intérêts, il serait intéressant qu'on fasse le point, par exemple, des fonctionnaires qui ont des entreprises, qui devraient, parce que déjà le contrat avec l'État interdit des actions du genre. Vous ne pouvez pas être sous contrat avec la puissance publique et être encore dans certains types d'activités. Et qu'on clarifie aussi pour certains secteurs. Je ne veux pas évoquer le cas des avocats, des juristes, des professeurs, des médecins, etc. Qu'on clarifie ces éléments. Donc c'est pour dire, il revient aussi, il y a un travail en amont qui devrait pouvoir pousser les gens vers prendre conscience quand on sait que la loi existe. Non, je suis de ceux qui pensent que si on ne prend l'homme est plus enclin, de façon anthropologique, on est plus enclin au mal qu'au bien. Il est plus facile de démolir que de construire. Et donc, la tendance humaine, ce n'est pas vers ce qui est difficile, c'est vers ce qui est bien. Donc, il faudrait que la puissance publique puisse mettre le dispositif qui pousse les gens vers le bien. Et donc, de ce point de vue, ça c'était juste un rappel, mais pour revenir à ce que vous évoquez, les audits, les annulations et autres, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Mais il y a des risques évidents. Et on ne fait pas en réalité un audit d'abord pour mettre des gens en prison. On ne fait pas. Il est évident que s'il y a des gens qui tombent sous le coup de la loi, on ne doit pas se garder de les punir. On dit qu'il faut lutter contre l'impunité. Mais la fonction principale d'un audit, c'est pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas et quelles corrections on peut apporter. Donc même dans un contexte où il n'y a même pas de vol ou de détournement, etc., on devrait pouvoir faire des audits pour ajuster nos dispositifs institutionnels. Oui, dans les cas présents, qu'est-ce que vous attendez? Oui, donc de ce point de vue, il ne faudrait pas qu'on ait le sentiment que les audits sont utilisés pour faire la chasse aux sorcières, pour humilier. Non, ce n'est pas une question de mon sentiment. C'est une question de l'usage qui est fait de l'audit, c'est-à-dire de la notion d'audit. Mais au-delà de ça, il ne faut pas que tous les gouvernants passent, ou tous les nouveaux pouvoirs passent le temps à faire l'état des lieux, à faire des audits, à démontrer que ceux qui sont passés, nous le savons assez. C'est pour ça qu'on a... Donc vous voulez de l'action? Oui, mais qu'on avance. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas ouvrir, il ne faut pas connaître des problèmes qui existent. Mais c'est parce que justement, le peuple a conscience des problèmes qu'il a sanctionnés. Donc, si tout ça, c'est-à-dire les audits, tout ce qui se fait, c'est pour rappeler, c'est pour confirmer ce que nous savons déjà, c'est pour nous dire qu'ils ont volé, si c'est pour du déjà su, on n'avance pas. En revanche, si c'est pour dire, au regard, par exemple, de la loi ou du diagnostic qui est fait, voilà la solution. C'est-à-dire, il faut rendre impersonnel la gestion de ce type de problème. Lorsque vous avez fini de mettre le type le béninois Ins en prison pour ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher que toute autre personne dans les mêmes positions ne soit pas ou n'eut pas les possibilités de refaire la même chose. Et donc, l'État doit tirer, c'est les leçons que nous tirons de ces choses qui sont importantes. Il fut un temps, par exemple, où on a dénoncé, et grâce aux institutions comme FONAC, on a dénoncé les OP. Mais après,
naïvement, j'ai pensé qu'on a pu prendre des dispositions institutionnelles et légales pour qu'on n'ait plus ce type disons, de déviance. Mais on a vu encore, dans un passé récent, comment est-ce que les gouvernants ont usé encore par contorsion ou directement de ces mêmes mesures. Donc c'est pour dire quelle est l'avancée que nous faisons dans la construction institutionnelle et dans notre désir d'assainir nos différentes disons, institutions pour ne pas répéter. Monsieur Elias, en tant que président du FONAC, Monsieur Eklou se confond. Il dit qu'il n'y a pas d'avancée. Certes, des décisions sont prises, mais on n'avance pas. Qu'est-ce que vous, en tant que président du FONAC, vous attendez aujourd'hui, après les radiations, l'annulation des concours? Qu'est-ce que la loi prévoit et qu'est-ce que le FONAC attend des dirigeants? Il faut d'abord que les réformes soient faites. Parce que quand vous regardez dans la chaîne, vous trouvez au bout de la chaîne un ministre qui, à ce jour, est toujours couvert par ce que nous appelons le tribunal spécial, c'est-à-dire la haute cour de justice. Or, vous savez bien comment il faut saisir la haute cour de justice. La procédure a fait que depuis 21 ans, on n'a jamais réussi à faire comparaître quelqu'un devant cette cour-là. Donc, il faut faire autre chose. Et à part la réforme? La réforme que nous avons suggérée, c'est de faire en sorte que tous les ministres soient passibles devant les juridictions normales. Comme tout citoyen. Comme tout citoyen. Parce que, comme le dit l'ancien ministre Issifou Bourama, paix à son âme, il faut 5 minutes pour être ministre, 5 minutes pour être ministre, et 5 minutes pour cesser d'être ministre. Il n'y a pas un mérite spécial. Il n'y a pas un concours, il n'y a pas un diplôme. C'est la confiance du chef du gouvernement qui vous dit « je te nomme ministre » et après il dit « je n'ai plus confiance en toi, je t'enlève, point final ». Donc, tout ce qu'il aura fait pendant ce temps-là ne peut pas être mis sous le couvert de jusqu'à ce que l'impunité s'installe. La haute cour de justice en ce qui concerne les ministres là, c'est le règne de l'impunité pure. Donc nous, FONAC, nous avons proposé qu'on enlève du giron de la haute cour de justice les ministres qu'ils passent devant la juridiction normale. Ça sera déjà une première avancée. Parce que quand vous vous rendez compte de la situation, les pauvres agents de l'État qui exécutent des ordres donnés par leur ministre sont en prison et le ministre se balade dans la rue. C'est pas bien. Ça fait déjà une injustice. Donc il faut faire ça. Ensuite, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit qui est très important. Le gouvernement actuel fait les audits, les publie, on radie les gens. C'est très important de rappeler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement actuel n'a pas droit à l'erreur. En le faisant comme ça, si eux aussi, membres du gouvernement ou membres du groupe qui dirige aujourd'hui, ils font le contraire de ce qu'on devrait faire, leur successeur va leur faire la même chose. Donc, en faisant cela, nous sommes contents parce qu'on dit, s'ils le font, c'est qu'ils ne tomberont jamais dans ces travers-là parce qu'ils savent bien qu'on leur fera ça. Du moins, on l'espère. On l'espère. Donc, c'est une avancée pour nous. Maintenant, en ce qui concerne la publication ou non des audits, ils ont commencé. On est en train de les publier. D'autres audits vont arriver, d'autres résultats d'audits vont arriver. On va les publier aussi parce que nous, FONAC, on fait la pression sur le gouvernement pour que tous les audits réalisés soient portés à la connaissance du public. Oui, mais... Et maintenant, ce qui concerne l'audit qu'on a déjà publié, je vous rassure, parce que nous, on s'est renseigné, que les dossiers sont déjà envoyés à la justice. Oui, mais la justice, ça prend du temps. Maintenant, la justice, malheureusement, prend son temps. La justice a son rythme. La justice a sa procédure. Et il est à souhaiter que les procédures aillent un peu plus vite pour rassurer la population. Oui, mais en attendant, est-ce qu'on ne peut pas demander à ces personnes de retourner dans les caisses publiques les fonds qu'ils ont eu à prendre pour une raison ou pour une autre? La position ferme aujourd'hui du FONAC et de beaucoup de responsables de la société civile est de demander à tous ceux-là qui ont été reconnus d'une manière ou d'une autre, même avec l'enquête administrative de fautifs, que l'argent là, il retourne dans les caisses de l'État. Le reste, on verra ça après. Nous ne sommes pas pour
qu'on aille faire mettre les gens en prison seulement et que l'argent ne rentre pas. Non, que l'argent rentre dans les caisses de l'État et la prison après. Pour nous autres, là, c'est comme ça. Donc, désormais, tous ceux qu'on va prendre là, reconnus coupables d'avoir fait X, Y, ça, il faut qu'ils remettent l'argent. Et en remettant l'argent dans la caisse de l'État, on se servira de ça pour faire des programmes de développement durable afin que la société béninoise puisse être encore plus à l'aise. Oui, mais monsieur Ecrou, si on retourne l'argent détourné dans les caisses de l'État, ça fera une avancée selon vous? Ben, ce sera mieux que d'attendre la longue procédure judiciaire. Bon, non, dit comme ça, je suis sûr que M. Elias, en le disant comme ça, fait une boutade et que... Oui, mais la loi prévoit ça également, non? Bon, je ne suis pas juriste, donc... Il y a les primes, il y a les amendes qui sont prévues. Oui, ce qui est sûr, si la personne... Et si l'argent va dans les caisses de l'État, on peut développer le pays. Non, un audit, c'est différent du travail de justice. Il y a l'accusation, mais il faut que la personne qui est supposée avoir commis le délit puisse reconnaître. Parce que lorsque vous remboursez, ça veut dire que vous reconnaissez l'avoir fait. Et donc, ça pose... J'imagine, en termes de bon sens, ça doit poser des questions d'ordre juridique. Ceci dit, aussi, il doit y avoir des mécanismes pour retourner l'argent. Mais au-delà, c'est-à-dire, dans le fond de sa préoccupation, ce que j'entends, c'est de dire que ce n'est pas le fait de punir physiquement ou matériellement quelqu'un qui répare le tort causé à la société. Et donc, il est important qu'on puisse amener les gens, parce que vous voyez ce qui s'est passé avec ICC Services. On connaît des biens des gens. On a à peine réalisé ces biens. Mais, donc, ça veut dire quoi? Il n'est pas juste que les gens se cachent devant, disons, des acrobaties juridiques ou bancaires pour que ce qu'on a pris indûment aux citoyens puisse lui échapper, quand bien même il y a des possibilités de les recouvrir. Et c'est ça la question dans le fond. Donc, quelqu'un peut vous prendre le milliard, et c'est cela aussi ce qu'on remarque. Il y a comme s'il y a une économie de la corruption qui se développe, c'est-à-dire qui amène les gens à évaluer le coût de rentabilité d'un délit. Bon, j'ai fait ça, je m'en sors avec 100, je prends 100 millions, ça correspond à tel nombre de durées de prison, entre-temps j'ai telle possibilité, etc., etc. Je m'accommode de telle insuffisance de la loi, etc. Et donc, j'ai le sentiment, du moins, c'est une hypothèse qu'il faudra vérifier à l'aune des réalités, mais j'ai le sentiment qu'il se développe donc cette économie de la corruption pour voir qu'est-ce qui est rentable. Est-ce que c'est rentable de rester à mon salaire de, je ne sais pas moi, 100 000 ou 200 000 pendant 30 ans, que de saisir cette opportunité-là et de m'en sortir peut-être avec 2 ans, 3 ans de prison, comptant sur le fait que peut-être la loi sur la haute cour de justice n'ira jamais jusqu'au bout. Il faut arrêter ça. Oui, l'arithmétique à l'Assemblée ne sera jamais en ma défaveur, etc. Donc, ça pose des questions de fond. Et ça renvoie à ce qu'il disait tantôt, les réformes. Et sur les réformes, moi j'ai le sentiment que, au-delà des éléments qu'on avance actuellement, qu'il y a des réformes de fond. C'est-à-dire? Il y a des réformes de fond et la première, malheureusement on n'aura pas certainement le temps de revenir là-dessus, c'est d'abord la question de la dématérialisation de notre économie. Dématérialisation et bancarisation. Parce que, et on dira, habituellement les gens disent on n'a pas un niveau de développement suffisant qui le permette, c'est un luxe. Non, aujourd'hui c'est plus facile de le faire qu'hier avec le développement des nouvelles technologies. Et c'est pour ça qu'il faut saluer la volonté d'engager l'économie numérique dans notre pays. Mais il ne faut pas le faire de façon sauvage. Il faut dématérialiser un certain nombre d'éléments dans notre économie. Et pour ça, l'autre base, c'est qu'il faut nécessairement que nous arrivions à informatiser notre système, notre état civil, couplé avec un cadastre. Parce que c'est-à-dire que... Ça pourrait être la solution selon vous? Non, mais ça nous diminue la corruption au moins de 70%. Parce que la traçabilité devient possible. Vous voyez, je donne un exemple. Oui, très rapidement. Monsieur Jean-Baptiste Elias, comme il aime beaucoup les exemples. Vous voyez, en France, le président Chirac,
pendant qu'il était maire de Paris, s'est fourvoyé. Il est devenu président de la République. Donc, des années après, il a fait 2 mandats. Il a changé des textes. Là-bas, c'est facile de réviser la Constitution, hein, de pouvoir faire des amendements à la Constitution. Il a changé beaucoup de dispositifs au niveau de la magistrature, justement pour empêcher de devoir comparaître un jour. Ça n'a pas échappé. Parce que lorsque le dispositif, le système est tel que je l'ambitionne pour mon pays, il est difficile d'échapper à la justice. Non, d'effacer toute trace. Vous pouvez faire des acrobaties. La preuve, on a trouvé un mécanisme pour lui empêcher d'aller en prison, mais il n'a pas échappé à la chose. Et ce qui fait que si vous avez un système comme ça, la compromission devient difficile. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, je te prends 5 000, il faut me faire une facture de 1 million, on va acheter des piments à tel... Non. Il faut nécessairement qu'on revienne. C'est-à-dire, c'est un fondamental. Les autres peuvent venir en ajout, mais il est temps que nous informatisons et que chaque individu ait un numéro, un identifiant unique. Aux États-Unis, ça prend 6 mois, c'est l'ID card. Et c'est dans tous les pays développés. On ne peut pas sans ça. Évoluer. Monsieur Jean-Baptiste Elias, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui au-delà de l'application des tests, du remboursement par les fautifs, des amendes à payer? Qu'est-ce que vous proposez? Monsieur Ekou a proposé qu'on ait l'informatisation de nos systèmes. Non, l'informatisation c'est très bien, mais il faudrait effectivement une réforme de telle façon que l'on puisse recouvrer le maximum. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, vous avez parlé des concours. Les concours frauduleux, on peut l'appeler ainsi maintenant parce que ce n'est plus dit frauduleux, c'est prouvé maintenant. On a apporté les preuves nécessaires à la commission qui a travaillé, le gouvernement a tranché. Mais il y a des personnalités qui ont encaissé dans cette affaire-là des centaines de millions de francs CFA. Je dis bien des centaines de millions de francs CFA dans la période. Centaines de millions de francs CFA. Mais la loi prévoit seulement que si on doit l'emprisonner, il a une peine de 2 à 5 ans de prison. 2 ans, c'est 24 mois. 5 ans, c'est 60 mois. Et une amende de 1 million à 10 millions, point final terminé. Ça veut dire quoi? Il place les autres. Ça veut dire que tout simplement, il prend un avocat, il fait tout pour avoir le minimum de peine possible, 2 ans, et puis il donne, on lui dit le maximum, tu vas donner 10 millions, il donne les 10 millions, les 200, 300, 400, 500 millions qui restent, il les garde tranquillement, et puis il fait 2 ans, il s'en va, il sort tranquillement, et puis il est plus heureux. C'est ce que j'appelle l'économie de la fraude. C'est ça là qu'il faudrait donc tout faire pour que ça ne soit plus comme ça. Parce que si c'est comme ça, ça encourage. On dit, bon, ok, si c'est comme ça, je vais prendre gros. Je vais prendre 1 milliard, 2 milliards. Celui qui aurait pris 2 milliards dans cette affaire-là, il n'aura à payer que 10 millions. Point. C'est peu. Et il a pris 10 milliards. Vous vous imaginez? On me dit même d'aller rester en prison pour 60 mois, je resterai en prison pour 60 mois. À la fin, j'ai 2 milliards encore que je vais prendre pour gérer. De ma prison, je vais même transformer la prison, n'est-ce pas, en une prison dorée. On en a vu. On en a vu ici où des gens ont mis des climatiseurs dans les cellules, n'est-ce pas, de prison. Donc, c'est ça là qu'il faut essayer de revoir. Pour que l'argent là qu'on a pris là, on fasse tout pour qu'on puisse les rentrer. C'est le plus important. Et que les réformes puissent suivre. Que l'on puisse corser éventuellement les peines pour que les gens ne puissent pas dire, bon, ok, ce n'est que 2 ans, c'est pas grave. J'ai pris 4 milliards, ok, ce n'est que 2 ans, j'irai rester 2 ans. On me dit, amende 10 millions, je donne 10 millions, et puis c'est tout. Non, c'est pas bon. Voilà. Ce n'est pas bon de voler, ce n'est pas bon de tricher non plus, ce n'est pas bon de violer la loi. Comme on en a envie, le plus important, c'est de faire des réformes par rapport à la loi sur la corruption pour que véritablement ceux qui, à un moment donné ou à un autre, ont eu à commettre des impairs, ont eu à violer cette loi puissent rendre gorge et impacter d'autres personnes à ne plus recommencer les mêmes erreurs. C'est ce que je retiens de l'émission Le Débat du jour. Merci à mes invités d'avoir été là. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné, à la réalisation également. Je vous retrouve très prochainement.
pour la rentrée prochaine. Faites-vous former à USAE. Cours du jour et cours du soir avec un corps professoral de haut niveau en licence et master en administration publique, administration générale et ses filières, diplomatie et relations internationales, administration générale et locale, administration du travail et de la sécurité sociale, administration des finances et ses filières, administration des finances et du trésor, administration des impôts, gestion des marchés publics, administration hospitalière, universitaire et intendance, planification et développement local, gestion financière des collectivités locales. Obtenez votre licence et master en réalisation, graphisme, journalisme, radio, télé et presse écrite. USAE, c'est de nouvelles homologations en licence en droit, licence en sciences politiques et licence en sciences économiques. Les 100 premiers inscrits dans les nouvelles filières de droit, sciences politiques et sciences économiques bénéficient d'une demi-bourse. USAE, c'est à Cotonou, Kabomba, immeuble matinal, à Papa Mississin, derrière hôtel JL. Téléphone 21 31 87 17 96 80 55 11 98 98 14 00 www.usaebenin.com. USAE, l'excellence à un an.